raconte. Christophe Ondelatte. Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire d'étrangleur. L'étrangleur Guyot. Une affaire criminelle de 1926. Un homme, Gaston Guyot, est accusé d'avoir étranglé sa maîtresse, Malou. Il dit que c'est un coup de folie, qu'il ne voulait pas la tuer. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est l'expertise du médecin légiste qui va faire basculer la vérité judiciaire. Ce médecin légiste, qui est une star de l'époque, le docteur Paul, grâce à son savoir, très précurseur, va prouver que ça n'est pas un coup de folie, qu'il a voulu la tuer, que c'est donc un assassinat. Et je tire en grande partie cette histoire d'un livre qui paraît aux éditions Emma, Mémoire du crime, le légiste raconte, dont l'auteur est assis en face de moi. Il est justement lui aussi médecin légiste. Bonjour docteur Marc. Bonjour Christophe Ondelatte. Ça nous promet un passionnant débrief tout à l'heure de cette histoire. Ben, je l'espère. Voici l'histoire de l'étrangleur Guyot que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le vendredi 13 août 1926, en fin de journée, une limousine rutilante, une Delage, s'arrête devant un restaurant de Clé-Souilly, en Seine-et-Marne. Un couple en descend. Un homme d'environ 45 ans, en complet gris et canotier sur la tête, et une femme beaucoup plus jeune, avec une robe à pois, les cheveux coupés à la garçonne. Ils prennent d'abord l'apéritif en terrasse. « Garçon, 2 pivolos, s'il vous plaît. » Et ensuite, ils rentrent à l'intérieur pour dîner. Madame Lambeau, la restauratrice, racontera qu'après le potage, la jeune femme a mal au ventre. « Si vous le souhaitez, je peux vous donner du bicarbonate de soude. »« Ah non, sans façon. »« Ah, vous avez un petit accent. Vous êtes du Midi ?»« Oui, je suis originaire du Lot. » Madame Lambeau racontera que là, l'homme l'interrompt. « Mais non, n'en croyez rien. Elle est de Lille. Bavarde, va. » Au cours du dîner, Madame Lambeau se souvient de bribes de conversation. « Est-ce que tu as l'intention de rentrer à Paris ce soir ?»« Mais oui, ma petite. Je vais même te faire passer par Fresnes et par Lagny, en empruntant un petit chemin que tu ne manqueras pas de trouver délicieux. » À un moment, un client met en marche un phonographe, un foxtrot. La jeune femme a envie de danser. « Tu veux danser avec moi ?»« Non, pas ce soir. » Elle scrute la salle et elle avise la fille de la patronne, près du comptoir. « Mademoiselle, vous voulez danser ?» Et les voilà partis dans un foxtrot endiablé. En dansant, elle parle. La fille de la patronne se souvient très bien de ce qu'elle lui a dit. « C'est vendredi 13 aujourd'hui, n'est-ce pas, mademoiselle ?»« Oui, vous avez raison. C'est curieux, je suis allé consulter l'autre jour une cartomancienne. Vous savez ce qu'elle m'a prédit ? Elle m'a prévenu qu'il m'arriverait des choses épouvantables aujourd'hui. Heureusement que je ne suis pas superstitieuse. » À la fin, l'homme règle l'addition et il s'en va. Un peu plus tard, la Delage s'arrête au garage de Monsieur Lefebvre. L'homme achète 3 bidons d'essence. Le garagiste s'en souvient, il a trouvé la limousine superbe. Je lui ai demandé ce qu'il faisait dans le coin. Il m'a dit qu'il était cultivateur. Il a dit « Je cherche une exploitation à reprendre ». Voilà ce qu'il m'a dit. Un cultivateur en limousine Delage. Allons bon. Et la voiture repart en direction de Paris. Le soir même, aux alentours de 10h, 2 gendarmes à bicyclette sont sur la route qui va de Meaux à Paris. 2 kilomètres après Clé-Souilly, ils entendent un cri. Ils s'arrêtent, ils cherchent d'où ça vient. Plus rien, plus un bruit. Alors ils reprennent la route. Et là, ils voient une lueur au loin. T'as vu ? On dirait une botte de paille qui brûle dans le champ. Ils s'approchent, bicyclette à la main.
C'est bien une meule de foin qui flambe. Il s'approche encore, et là, tout près des flammes, il voit le corps d'une femme, à moitié brûlée. Alors il court jusqu'à la ferme la plus proche. « Mon capitaine, en patrouille avec un collègue, on a trouvé le corps d'une jeune femme, à côté d'une meule en feu. »« Oui, mon capitaine. Nous allons la garder sur place. »« Oui, jusqu'à ce que vous veniez avec monsieur le procureur. Les collègues prendront notre relève demain matin. À vos ordres, mon capitaine. » Et la relève arrive le lendemain matin à la première heure. D'abord le commissaire Bringer de la brigade mobile de Versailles, accompagné d'inspecteurs, puis le capitaine de gendarmerie du coin, mais aussi le substitut du procureur et le juge d'instruction. La meule de foin est encore fumante. Et le corps est là. Une fille qui doit avoir dans les 20-25 ans maximum, de taille moyenne, les cheveux coupés à la garçonne. Ses vêtements ont brûlé, mais on reconnaît les restes d'une robe à pois. Notez, je vous prie. La victime porte une alliance au majeur gauche, ainsi qu'une bague ornée d'un rubis, moi, je dirais un faux rubis, je pense. À vérifier. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas une paysanne. C'est une fille de la ville. Elle est soignée, ça se voit. On fait alors venir le médecin de Clessouilly. Bien. Alors, première chose, vous voyez les marques sur le cou, là. Cette femme a été étranglée, c'est évident. Le nez, par ailleurs, est tuméfié, vous voyez, là, on lui a donné un coup. Et puis il y a ce filet de sang, là, qui sort de sa bouche. Je ne vois rien d'autre. Voilà mes premières constatations, monsieur le juge. On trouve aussi des traces de pneus sur le chemin. Et pas des traces de tracteur, hein, ou de camion, des traces de voiture. On l'a emmenée là en voiture, vivante ou déjà morte. Quand arrive l'heure du déjeuner, que font tous ces gens-là? Les policiers, le capitaine de gendarmerie, le juge et le substitut. Eh bien, ils vont déjeuner, pardi. Et où? Eh bien, chez Madame Lambeau, à Clessouilly. Et comme elle a toujours les oreilles qui traînent, elle entend parler d'une jeune femme avec une robe à pois qui serait morte. Et ça fait tilt. Ah mais moi j'en ai vu une. Une femme avec une robe à pois. Pas plus tard qu'hier soir, au dîner. Et là, elle fait faire un pas de géant à l'enquête. Parce qu'elle décrit l'homme. Elle dit que la petite avait l'accent du Sud, elle parle du vendredi 13, et surtout, elle décrit la voiture. Oh ben, une belle voiture comme ça, on n'en voit pas tous les jours, hein. C'était une Delage, Grenat. L'intérieur, tendu de drap bleu, je crois. Merci, Madame Lambeau. Merci beaucoup. Des Delage en 1926. Ça court pas les rues. Surtout des Delage Grenat avec l'intérieur bleu. Une 11 chevaux, d'après ce que dit le garagiste, qui leur a vendu les 3 bidons d'essence. Une 6 places. Normalement, avec tout ça, on devrait vite la retrouver, cette voiture. Cette enquête est décidément bien partie. Une autopsie est pratiquée par le docteur Dallouin, de Lagny-sur-Marne. Il confirme que la gamine a été étranglée. L'affaire, bien sûr, sort dans la presse, avec la description précise de la voiture. Et, comme on s'y attendait, un garagiste du 12e arrondissement de Paris se présente au commissariat de Picpus. Une Delage Grenat, 11 chevaux, 6 places. Moi, j'en connais une. J'ai regardé dans mes livres. Elle appartient à un certain monsieur Malou, qui habite au 96 avenue du Général Michel Bizot. Les hommes de la police judiciaire vont tout de suite sur place, et la Delage est garée juste devant, immatriculée 500 Y70. Et dedans, les policiers trouvent une serviette de voyageur de commerce, au nom de Malou. Alors ils vont voir le concierge. Malou, vous dites? Absolument inconnu, monsieur le commissaire. Et je connais tous les gens de l'immeuble, bien sûr. Il n'y a pas de Malou ici.
Le commissaire inspecte alors le contenu de la serviette. Il y a des papiers au nom de Balou, mais il y a aussi des papiers au nom de Guyot. Et des photos d'un homme d'une 40aine d'années avec une jeune femme d'une 20aine d'années. Le commissaire les tend tout de suite au concierge. Vous les connaissez ? Ah oui, oui. Monsieur Guyot et son amie Marie-Louise Belaguet. Un peu plus tard, le commissaire va montrer ses photos à Madame Lambeau dans son restaurant de Clé-Souillé. Ah ben c'est eux. C'est eux que j'ai vus. Et d'un coup, on a le nom de la victime, Marie-Louise Belaguet, et sans doute celui de son assassin, Gaston Guyot. Une chose étonnante, la voiture est luxueuse, mais l'appartement est très modeste, très modeste. Ah mais monsieur Guyot, il habite pas ici, hein. Il y vient souvent, pour voir son ami. Sinon, il habite au 99 de l'avenue, avec sa fille. Mais il vient ici de temps en temps, vous voyez ? Oui, oui, on a compris. C'est sa garçonnière. Et donc, direction le numéro 99. Vous cherchez monsieur Guyot ? Ah ben, vous l'avez manqué de peu. Il vient de partir. Les policiers perquisitionnent l'appartement, ils trouvent une arme, et ils lancent tout de suite un avis de recherche. Gaston Guyot, taille 1,67 m, corpulence moyenne, teint basané, œil droit avec une petite taie blanche, cicatrice à la tempe et à la paupière droite, de mise toujours soignée, porteur d'un complet veston marron foncé et d'un chapeau feutre mou de même teinte, cheveux châtain foncé, raies au milieu, légère calvitie au sommet de la tête et petite moustache brune, taillée à l'américaine. Et en attendant, les policiers se rencardent sur le bonhomme. Gaston Guyot, né en février 1883 à Louhans, en Seine-et-Marne. Marié 2 fois, tiens, et veuf 2 fois. Tiens. Et dans quelles circonstances ? Sa première femme s'appelait Augusta. Ils étaient en voyage dans sa famille à Gérardmer. Une nuit, elle a fait une crise cardiaque, figurez-vous. Et sa seconde femme, Charlotte, elle meurt aussi en voyage, sur la Côte d'Azur. D'après ce qu'a dit Guyot à sa mère, une grippe espagnole. Mais personne n'est allé vérifier. Quoi qu'il en soit, ça tombe comme un gravelotte dans l'entourage de ce Gaston Guyot. Et là, le commissaire Bringer reçoit une lettre anonyme. Un type qui se dénonce à la place de Guyot. Je vous en lis quelques extraits. La ficelle, vous allez voir, est un peu grosse. Monsieur le commissaire, ça n'est pas le conducteur de la Delage qui a écrasé la poule, c'est moi, un chauffeur de taxi. J'avais conduit des clients dans la région de Meaux et vers 9h, je passais à la gare pour voir si je ne trouvais pas de nouveaux clients. J'aperçus une grosse machine et à côté une femme et un homme qui se disputaient. La femme disait « Je veux coucher ici puisque tu refuses de m'emmener demain à la mer ». Et elle le gifla, et elle se jeta sur lui. Et il ferma alors la portière, et il répondit « Je fous le camp ». L'auto partit, je proposai à l'inconnu de la ramener pour rien. J'arrive près du champ, et je vois des meules, et un chemin. Je tourne, j'avais bu. J'arrête, elle crie, je lui porte un coup de poing, elle tombe, je lui serre la gorge, je bourre ma pipe, et je vais l'allumer derrière une meule avec un tison. Puis je pars en vitesse, et laisse là la femme. J'ai été surpris de voir dans les journaux que la meule avait brûlé. C'était sans doute mon tison. La lettre est signée un chauffeur de taxi. Ça sonne faux. Et après comparaison, c'est l'écriture de Gaston Guyot, puisque depuis qu'il est en fuite, il a écrit à sa fille, à sa concierge et à sa belle-sœur. C'est la même écriture. C'est le même papier. Guyot essaye d'embrouiller la police. Et puis finalement, le 19 août, le père de Gaston, convaincu que son fils est innocent, le balance. « Monsieur le commissaire, vous trouverez mon fils dans un hôtel du boulevard Montparnasse. » Et Gaston Guyot est arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle de Versailles. Au début, il nie. « Je ne l'ai pas tué. Je suis innocent. Je sais que les apparences sont contre moi.
Mais assez vite, il craque. Ce soir-là, Marie-Louise a insisté pour qu'on rentre pas à Paris. Elle voulait dormir dans le coin. Moi, je lui ai dit que c'était pas possible. Elle m'a giflé. Je l'ai traité de bourrique. J'ai repris la route. Et puis, à un moment, elle s'est jetée sur moi. Elle m'a fait faire une embardée. Je suis devenu foudrage. Une main sur le volant, je lui ai donné un coup de poing. Et puis, je l'ai prise à la gorge. J'ai serré. Pas longtemps, hein. 5 secondes. 6 secondes maximum. Et quand j'ai desserré, elle s'est renversée sur la banquette. Son pouls ne battait plus. Alors je me suis arrêté dans un champ. J'ai descendu le cadavre pour le traîner contre une meule. Et puis j'ai craqué une suédoise. Et j'ai mis le feu. Et puis je suis reparti vers Paris. J'étais comme un fou. Très bien. Il a avoué. Il a étranglé la jeune Marie-Louise Belaguet sur un coup de folie. Mais tant qu'on y est, ces 2 femmes, est-ce que c'est lui qui les a tuées? Entre-temps, les flics ont fait leur petite enquête. La première, Augustin, elle n'est pas morte d'une crise cardiaque, mais d'une balle dans la tête. La gendarmerie à l'époque a conclu à un suicide. Et sa seconde femme, Charlotte, 2 ans plus tard, eh ben c'est pareil. Quand Guyot a annoncé sa mort à sa famille, il a parlé d'une grippe espagnole. Il a menti. Elle s'est suicidée, elle aussi. Alors, monsieur Guyot, qu'avez-vous à dire sur la mort de vos 2 femmes? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je porte malheur aux femmes? C'est tout? Un peu court. Mais le juge n'ira pas plus loin. Il va se concentrer sur la mort de la jeune Marie-Louise. Et d'ailleurs, il y a un problème avec la mort de Marie-Louise. Malou, comme il l'appelle. Il dit qu'il a serré son cou d'une main, tout en conduisant pendant 5 ou 6 secondes. Est-ce qu'on étrangle une femme d'une main en si peu de temps? Le juge décide de faire pratiquer une nouvelle autopsie sur le corps de Malou et de la confier au docteur Charles Paul, une sommité. Et donc le 24 août, on va déterrer le cadavre au cimetière de Fresnes-sur-Marne. Le juge est là, le substitut aussi. Et arrive le docteur Paul avec sa clope au bec, comme toujours. Et avec sa mallette en bois qui contient son matériel. Et une valise avec les pots pour les prélèvements. On pose le cercueil sur des tréteaux. Et le docteur Paul se met à examiner le cadavre. Et il fait une chose que son confrère qui avait pratiqué la première autopsie, et qui est là d'ailleurs, qui le regarde, n'avait pas fait. Il ouvre les yeux de la morte. Il soulève ses paupières. Ah, très intéressant. Vous voyez là, sous les paupières, il y a ce que nous appelons des pétéchis. Vous voyez les petites taches là? C'est une remontée du sang. Et il n'est pas possible de les voir apparaître en 6 secondes, voyez-vous, hein. Il a fallu serrer beaucoup plus longtemps. Il inspecte ensuite tout le corps et note des ecchymoses un peu partout. Et puis il s'arrête sur le cou. Il dit qu'il l'a étranglé d'une main? C'est impossible. Vous voyez là sur la gauche du cou, il y a déjà 6 traces d'ongles. Et à droite il y en a 2. Il l'a étranglé des 2 mains. Et en appuyant assez fort, et longtemps, hein, suffisamment longtemps pour que se forment ces pétéchis sous les paupières. Et ensuite, il remplit un à un les bocaux. Dans l'un, il met l'estomac, dans l'autre, le cœur. Il découpe des tranches de poumons, il prélève du sang, il emballe tout ça et il va le remettre au laboratoire de toxicologie. Et le lendemain, le juge organise sur place une reconstitution. Guyot est emmené sur place, accompagné de son avocat, une vedette du barreau de Paris, maître Maurice Garçon. On emmène aussi la voiture. Et la première difficulté, où a eu lieu l'étranglement?
À quel niveau sur la route? Je sais pas trop. Je me rappelle qu'à cet endroit, elle s'est évanouie. Donc c'était juste avant. Elle m'a giflé, je l'ai prise à la gorge de la main droite pendant 5-6 secondes. Elle n'a pas essayé de se défendre. Vous avez dit quelques secondes? Vous en êtes sûr? Et là, maître Garçon intervient. Enfin, mon client vient de vous dire tout ce dont il se souvient. La reconstitution se poursuit là où on a retrouvé le corps, c'est-à-dire dans le champ. Et là, monsieur Guyot, comment est-ce que ça s'est passé? Mais j'ai essayé de la ranimer. J'y suis pas arrivé. J'étais affolé. J'ai emmené le corps près de la meule. J'ai craqué une allumette. Je suis parti sans me retourner. J'étais comme fou. Ensuite, on rejoue la scène de l'étranglement. Le juge se met à la place de Guyot et maître Garçon à la place de la victime. Et le juge serre le cou de l'avocat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 secondes. La scène, il faut le dire, est assez risible. Quelques semaines plus tard, a lieu un nouvel interrogatoire dans le bureau du juge. Monsieur Guyot, persistez-vous toujours à dire que vous avez étranglé votre maîtresse d'une main dans votre auto? Oui, parfaitement. Le médecin légiste n'est pas vraiment de cet avis. Il affirme que pour accomplir votre crime, vous deviez disposer de vos 2 mains. Et il pense que l'étranglement a eu lieu non pas dans la voiture, mais dans le champ. Ce qui d'ailleurs, monsieur Guyot, rejoint le témoignage des 2 gendarmes qui découvrent le corps. Ils ont entendu un cri, n'est-ce pas? Le docteur Paul se trompe. Enfin, c'est dans mon auto que je l'ai étranglé. Malou, c'est dans l'auto, je vous dis. Vous avez compris l'enjeu de tout ça, n'est-ce pas? S'il la tue d'un coup de folie, dans la voiture, d'une main, parce que l'autre l'a giflé, parce qu'il a failli faire une embardée avec sa voiture, c'est presque un accident. C'est un crime passionnel. Mais s'il l'étrangle avec les 2 mains, dans le champ, froidement, alors c'est un assassinat. Et monsieur Guyot est bon pour la guillotine. Un peu plus tard, le juge reçoit les résultats des analyses toxicologiques. On n'a pas trouvé de traces d'oxyde de carbone dans le sang de Malou. Ce qui veut dire qu'elle était morte avant qu'on ne mette le feu. Ça n'arrange pas les affaires de Guyot. Là-dessus, maître Garçon, qui est en coriace, révèle que son client aurait des circonstances atténuantes. Ah, parfaitement. Je l'affirme. Savez-vous qu'il a été victime d'un accident de chasse il y a une 20aine d'années? Vérifiez. Il a reçu du plomb dans la tête, et certains de ces plombs sont toujours dans son cerveau. Et convenez que leur présence peut affecter son jugement. Hein? Alors je demande une radiographie du cerveau de monsieur Gaston Guyot. Le juge accepte. Et on fait une radiographie de sa tête à l'hôpital de Meaux. Il y a effectivement des plombs, mais pas dans son cerveau, dans la boîte crânienne, dans les os du crâne. L'excuse est bidon. Et donc le juge ordonne le renvoi de Gaston Guyot devant la cour d'assises pour homicide volontaire avec préméditation et incendie volontaire. Il risque la peine de mort. Le procès s'ouvre le 20 juillet 1927 devant la cour d'assises de Seine-et-Marne à Melun, devant une salle archi-comble. Quand Gaston Guyot entre dans le box, il a perdu de sa superbe. Et il se met à pleurnicher dans son mouchoir. Mais que regardent les gens qui sont dans la salle? Tous regardent ses mains et ils voient qu'il a des mains d'étrangleur. La ligne de défense de Guyot est claire. C'était une bonne fille. Mais quand elle faisait des scènes, elle était terrible. Elle buvait par ailleurs. Hein. Je lui achetais 1 litre de rhum tous les 8 jours. Et elle m'a dit un jour, je te zigouillerai et ensuite je me suiciderai.
Le deuxième jour, on fait venir le docteur Paul, qui raconte son autopsie. Et le président lui pose une question décisive. Docteur Paul, Marie-Louise Belaguet a-t-elle été étranglée, selon vous, d'une seule main? Ma réponse est non, monsieur le président. Au troisième jour, l'avocat général fait ses réquisitions. C'est la peine capitale que je réclame pour Guyot. Messieurs les jurés, je vous demande le châtiment suprême. Pas de circonstances atténuantes, pas de pitié. Guyot, l'heure est venue pour vous de payer. Et maintenant, c'est à Maître Garçon de tenter de sauver la tête de son client. De quoi s'agit-il? Il s'agit de deux fureurs qui s'exaspèrent. Voilà de quoi il s'agit. Il la prend au cou d'un revers de bras, il serre 6 secondes et elle meurt. C'est ça, le drame dont nous parlons, rien de plus. Il n'y a pas plus de préméditation pour l'incendie que pour la mort de Malou. Alors, messieurs du jury, vous n'avez pas à répondre à ces questions que l'on vous pose. Car ce que vous avez à juger, ça n'est pas un crime. Maître, je vous remercie. Monsieur Guyot, avant que les jurés ne se retirent, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Oui. J'ai pas voulu tuer. Je vous demande pardon. Une heure plus tard, les jurés reprennent leur place. Ils n'ont retenu aucune circonstance atténuante. Et Gaston Guyot est condamné à la peine de mort. Mais la chance de Guyot, c'est que le président de la République de l'époque, Gaston Doumergue, est un abolitionniste. Alors il convertit sa peine en travaux forcés à perpétuité, à Cayenne, en Guyane. Voilà donc pour cette histoire de 1926 que j'ai tirée d'un livre qui vient de paraître aux éditions Emma, qui s'appelle Mémoire du crime, le légiste raconte, et qui a été écrit par un médecin légiste lui-même qui est là avec moi, le docteur Bernard Marc. Vous exercez dans un grand hôpital de la région parisienne. Alors ce qui surprend dans cette histoire, c'est qu'en permanence, il faut se souvenir qu'on est en 1926 et on entend parler de techniques de médecine légale qui semblent d'une immense modernité, quoi. Alors, on est presque il y a 100 ans et on voit que là, l'art bien maîtrisé de la médecine légale par le docteur Paul permet d'utiliser des techniques dont aujourd'hui on a encore les suites, simplement légèrement modernisées. Il est l'utilisateur de tous les moyens existants à l'époque. Il est véritablement l'exemple de la médecine légale moderne. Alors, docteur Marc, parlez-nous de ce docteur Paul qui donc utilise en 1926 un savoir qui est encore largement utilisé aujourd'hui. Est-ce que son savoir, sa connaissance, rendent compte des savoirs de l'époque, ou bien est-ce que ce docteur Paul est un cas à part? Alors, ça rend compte des savoirs de l'époque, mais il est un cas à part dans le sens où il sait parfaitement utiliser toutes les techniques, y compris les techniques modernes. Il a été un de ceux qui va particulièrement utiliser la toxicologie, la recherche des poisons et des gaz. Il en est d'ailleurs un des experts, puisqu'il a fait, pendant la guerre de 14-18, il a animé des centres médico-légaux qui vont rechercher sur les gazés quel est le type de produit utilisé. Il connaît les techniques d'anatomopathologie, de prélèvement. L'anatomopathologie, parce qu'il faut faire de la pédagogie au fur et à mesure, c'est donc ces petits morceaux qu'on découpe de tous les morceaux du corps. Et ça se fait encore comme ça aujourd'hui, vous le faites comme ça vous aussi. Absolument, on a cette technique et il sait l'utiliser et pouvoir la faire lire par des spécialistes, puisque l'usage du microscope est très perfectionné, la technique de fixation dans le formol, et sont exactement les techniques qu'on utilise à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand on met un morceau de poumon dans ce bocal, on le recouvre de formol et ça stabilise le poumon, si bien que quand on veut, y compris en 1926, on peut reprendre ce bout de poumon et aller chercher s'il y a des traces de gaz carbonique, par exemple, à l'intérieur.
Alors on va pouvoir regarder les lésions, pas le produit toxique, mais on va pouvoir les regarder déjà de l'extérieur. C'est là par exemple qu'il va voir sur les poumons ces pétéchies, ces taches de Tardieu, du nom du médecin légiste du 19e siècle qui les avait repérées dans des asphyxies qui pouvaient être notamment occasionnées par des étranglements. Et on va pouvoir aller de l'extérieur, de sa vision, ce qu'on appelle la macroscopie, à la microscopie, à l'étude des tissus, l'anatomopathologie. Et son œil aiguisé, celui du docteur Paul, permet de bien prélever et d'ensuite d'utiliser toutes les techniques qui vont apporter une preuve scientifique, puisque là, on parle de preuve scientifique. Le docteur Paul a-t-il appris tout ça? Ou au fond, a-t-il créé sa propre discipline à cette époque-là? Alors en fait, c'est une grande synthèse puisqu'il arrive à Paris à peu près au début des années 1905-1910 et il va être à mi-chemin entre une médecine légale très ancienne. À la papa, qui est un peu celle du premier médecin légiste d'ailleurs, qui intervient dans ce village. Oui, c'est une technique qui est directement d'ailleurs issue de ce que faisaient Vézal, Vinci, les docteurs Louis sous Louis XVI, une autopsie assez rudimentaire. Vous avez le mot exact. Et puis, lui arrive au moment des techniques. Il ne faut pas oublier que ce passage au XXe siècle, c'est le moment du microscope, c'est le moment de la chimie, c'est le moment de la radiologie, parce qu'on fait de l'imagerie, elle vient d'être créée. Et donc, il utilise toutes ces techniques nouvelles et sait les mettre en musique, un petit peu comme un compositeur aurait des nouvelles gammes ou des nouvelles idées. Il a des intuitions, quoi. Il a des intuitions, il a une pratique, et il a un sens de la synthèse et de la vision qui le différencie parce que il sait analyser l'ensemble des signes, l'ensemble des éléments qu'il peut avoir, et il est très subtil dans ses analyses. Et d'ailleurs, le docteur Paul, à l'époque, parce que c'est quelqu'un dont je vais citer le nom dans beaucoup d'affaires déjà, est amené à aller faire ses expertises dans toute la France. C'est-à-dire, dès qu'on a un cas vraiment litigieux, on sonne le docteur Paul et on le fait venir par le premier train. Alors, il a déjà un terrain d'exercice qui est très grand, puisqu'il a un terrain d'exercice qui comprend Paris et le département de l'époque de la Seine, qui contient la Seine-et-Marne. J'exerce sur cette partie. Le grand hôpital de l'Est francilien, c'est une des parties. Mais lui, à cette partie-là, il a aussi une partie qui va jusqu'à Versailles. Il a tout ce qu'on appelle maintenant le Val d'Oise. Vous voyez, un immense territoire. Et puis, bien évidemment, quand on a besoin d'une sommité pour une contre-autopsie, c'est lui qui est demandé. Le docteur Paul a-t-il inventé la médecine légale moderne? Ah, sans doute, il est un des précurseurs et un des meilleurs exemples de cette médecine légale moderne, de cette utilisation des techniques, mais aussi de la démarche que l'on a à l'heure actuelle, parce que c'est un médecin légiste qui va sur le terrain, la scène de crime, si fortement illustrée. Aujourd'hui, on va encore sur le terrain. Vous allez sur le terrain, vous, lorsqu'on découvre un cadavre. C'est exactement le même processus. Avec les enquêteurs, nous allons sur le terrain et il y a ce qu'on appelle la criminalistique, la mise en évidence des traces et indices sur la scène. On reprend cette modalité depuis le terrain jusqu'à l'autopsie. Avec une différence quand même, c'est que à l'époque, on pratique l'autopsie sur de tréteaux dans le cimetière. Alors, ce qui effectivement différencie, c'est que ils font les autopsies là où le corps a été découvert. Alors, on le met, si le corps est dans une ferme, on le met dans les tables à côté, dans la cuisine. La moindre table va servir. Les pierres tombales servent de table d'autopsie, ce qui a été le cas d'ailleurs pour la contre-autopsie. Évidemment, nous en sommes maintenant à des lieux infiniment plus techniques. Aujourd'hui, on pratique les autopsies en asepsie totale, avec des combinaisons de chirurgiens, etc. Les endroits où on les pratique, nos salles d'autopsie sont comme des blocs opératoires, sauf l'anesthésie, bien évidemment, dont notre patient n'a plus besoin. Son sort est finalement scellé par un médecin légiste, le docteur Paul, qui parvient à convaincre la cour d'assises, en 1926, que ça n'était pas un coup de folie, qu'il voulait la tuer, par deux éléments qu'il repère. La première, c'est que on voit clairement autour du cou qu'on a serré à deux mains, et pas seulement à une main, et quand on serre à deux mains, c'est bien qu'on veut tuer. Et deuxième chose, il repère des pétéchis sous les paupières de la victime. Vous allez nous expliquer, docteur Marc, puisque c'est de votre livre que je me suis inspiré pour raconter cette histoire, Mémoire du crime, le légiste raconte, qui paraît aux éditions Emma. Expliquez-nous donc ce que sont
les pétéchis, et ce qu'elles nous disent. Alors les pétéchis, ce sont des petits vaisseaux qui vont éclater parce qu'il y a une hyperpression, il y a une telle congestion, c'est le terme exact. Quand on serre, quand on serre, étrangle, quand on comprime, quand on empêche les voies aériennes d'être libres, il y a du sang qui ne peut plus être oxygéné, qui reste dans les poumons, qui fait augmenter la pression. et il sort, quoi. Et les petits vaisseaux vont éclater, et à des endroits de fragilité particuliers, il va y avoir les conjonctives, mais il va y avoir Dans les aussi conjonctifs, c'est les yeux. Hein. les yeux, les et il va paupières. y avoir aussi le dessous des paupières, qui va être un premier élément extrêmement intéressant, qui va permettre de révéler que la pression a dû être maintenue pendant plusieurs minutes. Il y a donc à la fois une pression dont on connaît la force, parce que pour les occasionner, il faut une force très C'est-à-dire importante. qu'il faut que le sang soit bloqué longtemps pour qu'il manifeste ce besoin de ressortir, quoi. Bien sûr, c'est une absence de retour veineux, une absence de retour sanguin. Ça veut donc dire que la pression a été très forte et maintenue longtemps. Et donc, le docteur Paul, avec cet argument, va savoir que la pression a été exercée de façon très forte, Oui. sans doute avec les deux mains parce qu'il en trouve des traces aussi sur le cou, mais également de façon très longue parce que ces lésions n'apparaissent qu'après une pression qui est maintenue longtemps. À votre connaissance, à l'époque, les pétéchis sont connus, ou là encore, il est un précurseur, il a repéré quelque chose. Alors ce sont des traces qui ont été découvertes par Tardieu à la fin du 19e siècle, qu'il les avait repérées, mais là, il y a cette subtilité, cette connaissance et la possibilité aussi, car le docteur Paul l'utilise, de les mettre aussi en évidence, parce qu'il se voit au niveau des tissus, et les prélèvements qu'il fait, les prélèvements de poumons notamment, les prélèvements de peau, vont lui apporter cet élément-là. Il y a sa vision, mais il y a aussi la science, il sait allier les deux. Vous, par exemple, lorsqu'on vous apporte un cadavre et qu'on vous parle d'étranglement ou d'étouffement, vous recherchez les pétéchis. Ça rentre totalement dans l'examen que l'on va faire. On va regarder cette congestion. Alors on a la chance, par rapport à lui, de pouvoir utiliser le scanner maintenant plutôt que la radio, mais c'est juste une avancée. On le dit, toute autopsie commence par un scanner corps entier. On passe d'ailleurs, on découvre des balles comme ça. C'est comme ça qu'on découvre une balle dans le corps d'un type qu'on disait étranglé. C'est absolument nécessaire. Mais nous suivons en cela ce que faisait déjà le docteur Paul, puisque de son examen externe, il va le compléter par de la radiologie. C'est un tournant qui est pris lorsqu'il va ouvrir le nouvel institut de médecine légale, dont il est un des fondateurs, y compris au point de vue technique, celui qu'on connaît toujours à Paris, et il l'ouvre en 1923. Vous voyez qu'en 1926, pour ce cas-là, on est 3 ans après cet instrument tout à fait nouveau qui était assez révolutionnaire, un institut de médecine légale tout à fait moderne au centre de Paris pour toute la région parisienne. C'est-à-dire, vous dites que jusque-là, si quelqu'un, c'est le cas de l'avocat Maurice Garçon, vient dire « mon client a des plombs dans le cerveau », on n'avait pas de moyen véritablement de le vérifier. Eh bien, pendant très longtemps, effectivement, c'était du déclaratif. On pensait on avait l'idée que. Là, il y a la preuve. Et avec le docteur Paul, on va entrer véritablement dans une ère de médecine légale qui est la recherche de la preuve. C'est aussi un tournant de la justice. On va passer de l'aveu à la preuve. On est à ce tournant-là lorsqu'on arrive dans ces années 1920 et puis encore plus dans les années 1930. Oui, cette histoire est en fait le premier épisode des experts. Hein, c'est ça, c'est un peu ça. On peut dire qu'avec les moyens de l'époque, c'est effectivement ça qui est intéressant. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils recherchent là les traces de pneus, qu'ils vont rechercher l'oxyde de carbone qui a pu respirer ou non la victime. Ça, c'est une autre technique qui est utilisée. Moi, ça m'a beaucoup surpris. Je ne pensais pas qu'en 1926, on était capable, dans des tissus, donc de prélèvements réalisés sur le corps, de repérer des traces de gaz carbonique. Alors, l'Institut de médecine légale, et c'est ça toute la modernité, se dote tout de suite d'un laboratoire de toxicologie avec des grands experts et des gens qui connaissent fort bien. Alors, ils ont appris beaucoup sur les gaz pendant la guerre de 14-18, où il y a une connaissance extrêmement importante. Et puis, il y a aussi les et leurs manifestations sur les tissus, quoi. Et bien sûr, et leurs manifestations sur les tissus, et comment les extraire et comment apporter des dosages, parce qu'ils savent le faire à l'époque. Comment on extrait des gaz d'un tissu ? Alors, on va prélever du sang, on va en faire... c'est ce qu'on appelle les gaz du sang ? Oui, par cette technique qui pourrait être des gaz du sang. Chez le vivant, ce sont des gaz du sang. Là, c'est un prélèvement sanguin. On va en extraire les portions gazeuses et pouvoir déterminer. Ce sont des techniques qu'on utilise encore à l'heure actuelle, certes modernisées, certes automatisées, mais les techniques de l'époque s'en approchaient beaucoup. Et dont l'enjeu est de dire, en gros, il est mort avant qu'on ait mis le feu au cadavre,
où il est mort par la mise à feu du cadavre. C'est bien sûr une question cruciale. Est-ce qu'on a mis le feu sur une victime qui était encore agonisante? Est-ce qu'on l'a tuée? Est-ce qu'on a essayé de dissimuler sa mort en allumant un feu, celui de la botte de paille, enfin, une botte de paille qui n'a pas brûlé totalement? Je vais profiter de votre présence, docteur Marc, pour poser 2 ou 3 questions sur la médecine légale contemporaine en France. On voit bien qu'à cette époque, on va chercher le médecin légiste de Lagny-sur-Marne. Aujourd'hui, il n'y a plus de médecin légiste à Lagny-sur-Marne. Il n'y a plus aujourd'hui de médecin légiste que dans les préfectures de région. Mais il y a une raison à ça. C'est qu'il faut autopsier beaucoup de cadavres pour accumuler du savoir, c'est ça, hein? Alors, il y a cette technique et il y a aussi le fait que le médecin légiste aujourd'hui, comme le docteur Paul d'ailleurs, mais on le sait moins, a une activité aussi de médecine légale clinique. Nous examinons toutes les victimes de violences, qu'elles soient mortelles ou non. Notamment de viol. De viol, mais aussi des accidents graves de la circulation, mais aussi des victimes d'agressions qui vont se retrouver dans les services de réanimation ou autres. Et notre champ est un champ qui se diversifie, même si nous sommes, là encore, à y travailler. Et puis la médecine légale est passée des instituts médico-légaux, qui sont, à part l'exception parisienne, inexistants, pour aller vers l'hôpital. Et ce sont des techniques hospitalières, avec des plateaux techniques et une pratique hospitalière qui est actuellement celle de la médecine légale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, pour prendre des exemples, il n'y a plus aujourd'hui de médecin légiste, comme on disait autrefois, le médecin légiste de Châteauroux ou de Guéret. Maintenant, le médecin légiste, il est à Orléans, il est à Bordeaux, il est à Toulouse, et tous les dossiers lui sont rapportés. Ce sont effectivement des centres et des équipes qu'on anime. J'anime un service avec des médecins légistes, des psychologues et avec derrière toute la technique, un service d'imagerie, des chambres mortuaires, des salles d'autopsie, l'ensemble qui nous apporte un support technique suffisant. Aujourd'hui, on a besoin de ces preuves. On est véritablement dans un exercice scientifique, exactement comme la médecine a besoin d'examens complémentaires. On ne l'imaginerait pas autrement. Longtemps, je crois que la médecine légale a été le parent pauvre de la médecine. On a même dit à une époque que quand un médecin n'était pas bon, on le collait médecin légiste. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors aujourd'hui, c'est une grande spécialisation. C'est même maintenant, tout à fait récemment, un des internats. Donc les médecins légistes qui se préparent ont une formation qui est assez complète, qui touche à différents domaines, qui va de la toxicologie à la biologie. Évidemment, nous sommes dans l'ère de l'ADN, qui va aussi à l'imagerie, puisque ce travail d'imagerie, de reconstruction 3D des images, c'est aussi notre quotidien maintenant. Vous voyez qu'on a besoin de gens qui sont spécialisés, compétents et à même de rechercher les meilleures ressources, et notamment dans des contacts et des échanges internationaux. Et il y a par exemple, j'ai la chance d'y collaborer, une Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine, une encyclopédie de médecine légale qui est européenne, qui est internationale et qui est un peu un recensement tous les 10 ans des techniques médico-légales dans le monde. J'ai été ravi de vous recevoir dans cette émission, docteur Bernard Marc. Je rappelle donc le titre de ce livre dont j'ai tiré cette histoire. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'histoire de la bande à Bono, celle de Landru, l'assassinat de Jaurès, l'affaire Bessarabo, enfin d'autres histoires, l'affaire Caillot que j'ai déjà racontée, l'affaire Caillou. Je m'aperçois qu'il m'en reste pas beaucoup à raconter. Ce livre est publié par les éditions MA et il s'appelle Mémoire du crime. Le légiste raconte. Merci infiniment, Christophe, de m'avoir reçu. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.